Nombre d'entre nous aiment voyager. Durant ces voyages, il nous arrive souvent de visiter des palais et des châteaux, des temples et des monastères, des anciennes forteresses et des ruines des villes. Nous visitons des musées. Quand nous examinons les objets exposés, dans notre mémoire apparaissent des idées souvent fragmentaires, reçues lors des leçons d'histoire. Parfois, nous nous rappelons de quelque chose que nous avions vu dans des émissions télé ou dans des films, que nous avions lu dans des livres ou des journaux. Voici l'épée d'Alexandre le Grand. D'accord. Et quand est-ce qu'il a déjà vécu, ce roi menaçant? Il semblerait au IVe siècle avant notre ère. C'était un personnage vaillant. Il avait conquis la Grèce, la Perse, l'Inde et presque entière. Voici les Étrusques. Qu'est-ce que nous avait déjà appris notre professeur d'histoire? Il semblerait que c'était un peuple mystérieux, apparu en Italie on ne sait pas trop d'où. On disait aussi que personne n'arrivait à déchiffrer leurs écritures. Les anciens amphores fabriqués en pierre ultra dure, les diorites, eh bien, ils avaient un sacré savoir-faire plusieurs millénaires en arrière. Même de nos jours, il est difficile de faire un truc pareil. Et à l'époque, c'était l'âge de bronze. Impressionnant. Bien que très peu d'entre nous soient capables de se rappeler même des événements historiques les plus importants, au fond de nous, nous croyons que dans l'histoire, tout est suffisamment vérifié. Du moins, les historiens eux-mêmes connaissent tout et sont sûrs de leur savoir. Les visiteurs de musées ne songent même pas que dans les réserves sont conservés des centaines, voire des milliers d'objets qui ne sont jamais exposés, car ils contredisent les idées déjà faites au sujet de l'histoire. Alors pouvons-nous affirmer sans réserve que nous connaissons l'histoire? Chacun de nous est littéralement bourré d'informations historiques. Nous avons reçu ces informations des manuels, des radios, des programmes télé, des bouquins et des articles de journaux. Souvent, il est quasiment impossible de faire un tri critique de ces informations parce que depuis plusieurs siècles, ils ont été mutuellement raccordés ayant formé à la suite un monolithe de savoirs historiques, ou plus précisément de pseudo-savoirs, mais aussi à cause de l'énorme volume de ces informations. Il faut noter que de nos jours, on étudie l'histoire par pays et par époque. Probablement, cela n'a pas été fait intentionnellement. Mais cette approche ne permet pas à l'homme moderne de voir l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Au lieu de ça, il voit un patchwork avec des trous béants de non-savoir. C'est pourquoi on est obligé de faire confiance aux autorités. Mais sont-elles si fiables, ces autorités? Ont-elles toujours raison? Ne cachent-elles quelque chose qui nous empêche de revoir d'une position critique notre passé? Il se trouve qu'il existe des moyens de vérifier la véracité de telle ou telle affirmation des sciences historiques. Cela s'est avéré à la portée non pas des historiens, mais des spécialistes dans tout autre domaine de savoir, plus précisément des mathématiciens. Dans les épisodes précédents de notre série L'Histoire, Science ou Fiction, nous avons traité des recherches des mathématiciens russes dans le domaine de la chronologie historique. Dans ce film, nous allons reparler des résultats principaux de ces travaux, car ils changent radicalement nos idées sur le passé. Suite aux nombreuses années de travail, le groupe de mathématiciens russes de l'Université d'État de Russie a créé plusieurs nouvelles méthodes mathématiques qui s'appliquent aux textes historiques. L'efficacité de ces méthodes a été prouvée sur un important volume de matériel fiable touchant l'époque du Moyen Âge et la période de la Nouvelle Histoire, c'est-à-dire du XVIIe au XXe siècle.
Ensuite, ces méthodes ont été appliquées aux chroniques datées par les historiens d'avant le XVIe siècle de notre ère. Suite à l'examen de ces chroniques, dans l'histoire mondiale, on a trouvé de nombreux doubles et 3 décalages chronologiques. Approximativement de 330, de 1050 et de 1800 ans. Résultant de ces décalages dans l'histoire sont apparus de nombreux doubles de certains personnages historiques et de dynasties royales, et même d'époques historiques entières. Nous avons trouvé que des chroniques historiques différentes en réalité décrivent les mêmes événements, mais elles ont été attribuées à tort à des époques historiques différentes. À l'aide de nos recherches, nous avons réussi à identifier ces doubles historiques, suite à quoi nous avons constitué une nouvelle échelle chronologique qui diffère beaucoup de celle de Scaliger de Peto, qui est en vigueur actuellement. Cette nouvelle échelle chronologique, ou la carte comme elle est appelée par les scientifiques, a interpellé de façon vraiment déplaisante les historiens traditionnels. Il serait apparu que l'histoire a été bien différente de ce qu'on a toujours cru. Les historiens ont refusé d'y croire et les auteurs de la nouvelle chronologie ont dû rebâtir par eux-mêmes la nouvelle et réelle version de l'histoire. En d'autres mots, ils ont effectué la reconstruction de l'histoire sur la base des vraies dates de la nouvelle échelle chronologique. La version de l'histoire d'avant le XVIIe siècle qui existe aujourd'hui est terriblement déformée. Ces erreurs ont été commises par des chroniqueurs du XVIe-XVIIIe siècle. De plus, à côté des erreurs involontaires, on a commis des grosses déformations, limite des falsifications. Finalement, nous avons réussi à restaurer la vraie histoire de l'époque d'avant le XVIIe siècle. La campagne de la création de la fausse version historique a duré dans certains cas même jusqu'au XIXe siècle. Certaines grosses déformations de l'ancienne histoire ont été réalisées même au XXe siècle. Dans ce film, nous allons essayer d'exposer la reconstruction des événements historiques principaux par siècle. Nous allons être brefs, mais assez précis afin qu'on puisse avoir un regard d'ensemble sur l'histoire mondiale. Dans les films suivants de notre série documentaire, nous traiterons en détail les moments les plus importants et intéressants de l'histoire de l'humanité. Et maintenant, regardons ensemble de quoi a l'air l'histoire si on s'en tient à la vraie chronologie proposée par Anatoly Fomenko et par Gleb Nosovsky. Étudions siècle par siècle. Aucune mention dans les sources écrites des événements qui se sont déroulés avant le Xe siècle ne nous sont parvenus. Probablement, à cette époque, l'écriture n'existait pas encore. Elle est apparue seulement au Xe, XIe siècle de notre ère. L'époque d'avant le XIe siècle doit être vue comme l'époque préhistorique à l'aube de la civilisation. Probablement, à cette époque, les gens ne savaient pas encore faire de constructions importantes ni de bâtiments. Ils vivaient alors dans des grottes ou dans des huttes. Seuls des outils primitifs de ces gens-là sont parvenus jusqu'à nos jours, tels que des tessons, des os, des outils en silex, des couteaux, des embouts en pierre, des flèches et des lances, des décorations primitives en os de mammouth ou en dents des prédateurs. Aujourd'hui, tout cela est exposé dans des musées, dans les salles consacrées à l'homme préhistorique, qui aurait vécu plusieurs siècles, voire millénaires en arrière avant notre ère. Malgré l'absence des sources écrites, dans les manuels d'histoire moderne, il y a beaucoup de détails au sujet de la vie des hommes à l'époque d'avant le Xe siècle de notre ère. Les manuels parlent des Sumériens légendaires, des civilisations archi-anciennes de Mésopotamie, de l'Amérique, de la luxurieuse ancienne culture de l'Égypte, de l'époque des pharaons. Sont minutieusement détaillés les descriptifs du royaume de Troie et de la célèbre guerre de Troie qui serait datée du XIIIe siècle d'avant notre ère.
La Chine ancienne éclairée, la grande Rome antique, la mystérieuse Inde ancienne, la Syrie, la Perse et la Syrie ancienne, ainsi que les royaumes anciens d'Israël et de Judée. Comme l'on affirme aujourd'hui, tout ça a existé avant le Xe siècle de notre ère. C'est faux. Tout cela a en effet existé, seulement c'était après le Xe siècle de notre ère, en d'autres mots, durant le dernier millénaire de notre histoire. La vraie histoire écrite de notre monde s'est révélée beaucoup plus courte. L'empire le plus ancien, c'était la première Rome antique, ou la vieille Rome. La capitale de cet ancien royaume africain était située dans les Bouches du Nil. Plus tard, on l'a appelée Alexandrie. De nos jours, nous ne disposons pratiquement d'aucune source au sujet de ce royaume. Probablement c'est ici qu'est apparue l'écriture, premièrement sous forme d'hiéroglyphes. Les hommes à cette époque utilisaient des idéogrammes. Conventionnellement, nous allons appeler Alexandrie la première Rome. Aucune des constructions cyclopéennes connues de nos jours n'existait encore. Les pyramides et le sphinx, les temples et les obélisques n'existaient pas. Ils seront tous construits beaucoup plus tard, à l'époque des XIVe, XVIe siècles de notre ère. Au Xe, XIe siècle, la capitale de l'Empire a été transférée sur le Bosphore, où est apparue la ville de Ioros, située en banlieue d'Istanbul moderne. Conventionnellement, c'était la deuxième Rome, connue également sous le nom de la Jérusalem biblique, de la Troie antique, de la Constantinople médiévale. C'était aussi la Byzance du Moyen Âge et la ville turque d'Istanbul. Il faut noter sa situation remarquable du point de vue stratégique et sa forteresse puissante qui s'est bien conservée jusqu'à nos jours. Le pouvoir de la deuxième Rome se répandait sur de nombreuses régions de l'Est et de l'Ouest qui constituaient les provinces ou les thèmes de Byzance, tels que l'Égypte, la Russe, les territoires de l'Europe de l'Ouest, où plus tard apparaîtront l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et les autres pays. La deuxième Rome, appelée également Jérusalem ou la ville sainte, représentait à cette époque le centre religieux de l'Empire communément reconnu. Tous les thèmes ont été réunis par la religion chrétienne commune. À cette époque, on ne fixait pas vraiment l'histoire locale de chaque thème. Les chroniques étaient écrites uniquement à Constantinople, la capitale de l'Empire chrétien, et elles reflétaient surtout les événements présentant un intérêt seulement pour la capitale elle-même. Au XIIe siècle, dans cette nouvelle Rome, se sont passés des événements importants qui seront plus tard décrits dans les évangiles. La naissance du Christ, sa vie terrestre, la crucifixion et la résurrection. La crucifixion du Christ a eu lieu en 1185 sur le mont Békos, qui se trouve près de l'actuel Istanbul. C'est à l'époque du Christ, au XIIe siècle, que la Russe a été christianisée un peu de temps et dans son ensemble, et non pas 1000 ans plus tard, comme nous l'affirme la version historique de Scaliger. Pour adorer le Christ sont venus le tsar russe Vladimir, le nom signifie possédant le monde, sa mère, la tsarine Malka, et son chef de guerre le plus important appelé Ataman. Dans les évangiles, il figure en tant que les trois mages sous les noms de Balthazar, de Melchior et de Gaspard. En leur honneur a été construite l'énorme cathédrale de Cologne où on a placé le célèbre sarcophage des mages. De cette façon, les événements décrits dans les évangiles ont eu lieu près de Tsargrad, soit Byzance, dans la ville de Ioros, sur la rive est du Bosphore.
La ville dans la Palestine-Est, nommée aujourd'hui Jérusalem, en réalité était fabriquée de toutes pièces dans un lieu désert du Proche-Orient à partir d'un village Al-Quds, pas plus tard qu'au XVIIIe ou même XIXe siècle. Elle a été proclamée comme étant le centre religieux, mais elle n'a aucun rapport avec les événements évangéliques. L'exécution du Christ en 1185 à Euros a provoqué un tollé dans la capitale, mais aussi dans les provinces et thèmes de l'Empire byzantin, surtout en Russe, qui était le pays natal de la Vierge Marie. À la fin du IIe au début du XIIIe siècle, c'était la Russe qui était en tête des croisades qui se sont dirigées vers Byzance avec l'objectif de se venger de l'exécution du Christ et de punir les responsables. En 1204, durant la croisade, Byzance a été prise. La ville a été pillée et brûlée par les croisés qui étaient des Cosaques de la Horde et leurs alliés, connus également sous le nom d'Achéens, décrit par Homère dans l'Iliade. Les Achéens ont été dirigés par un dénommé Achille antique, connu également sous le nom de Sviatoslav, le knez russe de la Horde. Cet événement est resté dans l'histoire sous le nom de la guerre de Troie, également reflété dans de nombreux documents comme la guerre des Tarquiniens et la guerre des Goths. Dans la version historique de Scaliger du Moyen Âge, cette même guerre est bien connue sous le nom commun des croisades du XIIIe siècle. Également, comme la prise de Constantinople en 1204, aussi comme la chute de Constantinople en 1261. Essentiellement, la guerre de Troie se présentait comme toute une série de guerres sanglantes à part. L'histoire moderne attache beaucoup d'importance aux croisades. Dans notre reconstruction, leur rôle devient encore plus important. La Grande Guerre de Troie du XIIIe siècle de notre ère a été la première guerre mondiale du Moyen Âge. C'était la guerre entre l'Est et l'Ouest. Elle a prédéterminé l'histoire mondiale pour plusieurs siècles à venir. Après la chute de Byzance, Jérusalem, au début du XIIIe siècle de notre ère, dans l'Empire byzantin commence l'époque des grands troubles. Commence alors l'exode, la fuite et en même temps l'invasion des différents groupements orientaux à partir du centre de l'Empire byzantin en désintégration. Ils se sont installés dans différents pays d'Europe et d'Asie. Les représentants de la dynastie royale de Byzance ont également fui de la capitale vers des provinces de l'Ancien Empire. Certains d'entre eux n'ont pas voulu accepter de perdre le pouvoir et ont commencé à agir pour la domination du monde. Suivant les idées des tsars byzantins, ayant une forte influence religieuse, leur dynastie avait le plein et légitime droit pour dominer le monde entier. Dans l'ensemble des territoires qui étaient connus, mais aussi de tous ceux qui seront découverts dans le futur. Ils voyaient ce droit comme leur héritage ancien, sacré, duquel ils ont été illégitimement privés pour des causes temporelles, et lequel devait être restitué. Comme résultat sont apparus plusieurs États qui se revendiquaient comme les successeurs de l'ancien empire byzantin, par exemple l'empire de Nicée. Aux temps anciens, sa capitale, c'était Iznik. Aujourd'hui, c'est une ville en Turquie. Un autre État successeur, c'était la principauté de Vladimir Souzdal. Sa capitale était Rostov-la-Grande. Les tsars de Vladimir Souzdal, à cette époque, les tsars de Rostov, c'étaient des représentants de la dynastie byzantine chassée de l'Empire après sa chute au début du XIIIe siècle. Tout comme les autres membres de la dynastie, ils ont commencé l'action pour la restauration de l'Empire. Mais tantôt par la voie militaire, tantôt par la voie pacifique, ils furent les seuls à parvenir à créer un État puissant, peuplé de différentes ethnies, incluant les territoires de la Volga et de la région nord de la mer Noire.
À la fin du XIIIe siècle, dans la Russe, le pouvoir des tsars devient très puissant. Il se base sur les richesses et les ressources naturelles énormes du pays, ainsi que sur sa puissante et nombreuse armée, la Horde, dont le corps principal était formé de troupes à cheval, les Cosaques. Ainsi, dans la Russe de Vladimir Souzdal est apparue la métropole d'un nouvel empire, le successeur de l'ancien empire byzantin. C'était la Russe Horde, ou le grand empire mongol. Le joug tataro-mongol n'a pas existé en Russie. Il n'y a pas eu d'invasion accomplie d'une ethnie étrangère. Ce qui est aujourd'hui interprété comme la conquête de la Russe par des Tatars mongols était en réalité l'unification des principautés russes et le renforcement du pouvoir de tsar dans le pays. En 1261, les gouvernants de l'empire de Nicée avec les alliés, les troupes de la Russe de Vladimir Souzdal, ont pris d'assaut la ville de Byzance. A commencé la grande invasion mongole de l'Est à partir de la Russe vladimiro-souzdalienne vers l'Ouest. Cette invasion a prédéterminé l'issue de la guerre de Troie. La Russe vladimiro-souzdalienne s'est définitivement formée lors du règne du grand knez, le grand Khan, Yuri III. Aujourd'hui, il nous est connu également sous les noms de Gengis Khan ou Gourkhan dans les sources étrangères. Les forces armées de cet État s'appelaient la Horde. Ce mot signifie en langue ancienne russe une grande unité des guerriers, des hommes. Le mot « horde » était employé en général pour toutes les troupes armées. Grâce aux ressources inépuisables de troupeaux de chevaux dans la zone des steppes, l'État a pu former une énorme armée de chevaliers. Cette armée était forcée de se déplacer en permanence, car les chevaux avaient besoin de pâturage. Pour entretenir cette énorme horde, toute la population du pays était tributaire de la dîme. En tête de l'État, il y avait le tsar, l'autocrate doté d'un pouvoir illimité. La région capitale de cet État, c'était la région de Vladimir et de Souzdal. À cette époque, elle s'appelait Novgorod la Grande et a été fixée sous cette appellation dans les chroniques. La ville de Yaroslavl était le centre de la gouvernance administrative. Cet endroit a été reflété dans les chroniques comme la grande cour de Yaroslavl de Novgorod la Grande. Dans des périodes différentes, les sièges renforcés du tsar se sont situés dans des endroits différents. À Rostov-la-Grande, à Kostroma, à Vladimir, à Souzdal et autres villes. De nos jours, l'ensemble de ces anciennes villes russes est appelé l'anneau d'or de Russie. Selon notre reconstruction, le tsar Yuri III, connu comme Gengis Khan, du XIVe siècle, a fondé le grand empire mongol. Il est mort à un âge jeune. Tout comme les autres grands gouvernants de l'empire mongol, il a été enterré dans l'ancien cimetière central impérial de l'Égypte, connu aujourd'hui comme la nécropole du plateau de Gizeh ou Gizeh. Gizeh, probablement cosaque, le cimetière cosaque où on a enterré tous les grands camps du Grand Empire. Plus tard, sous la plume des historiens, Yuri III s'est dédoublé en plusieurs personnages historiques. Notamment, il a été canonisé. On le connaît comme Georges de Lydda. Aussi, c'est le célèbre Knez Rurik, par erreur placé par les historiens dans le IXe siècle de notre ère. Aussi, c'est Mstislav de Tchernigov, faussement placé par les historiens dans le XIe siècle de notre ère. Également, Yuri II de Vladimir, à tort placé par les historiens dans le XIIIe siècle de notre ère. C'est aussi Gengis Khan, à tort classifié dans le XIIIe siècle. En réalité, Yuri III a vécu et régné au XIVe siècle, de 1319 à 1325. À la fin de la première moitié du XIVe siècle, durant le règne d'Ivan Ier Kalita, la Russe Horde a commencé la conquête de l'Eurasie et a dirigé son armée dans la direction ouest. Les troupes équestres russes ont envahi l'Europe sur un vaste front.
Suite à cela, une partie importante de l'Europe occidentale a été colonisée. Résultant des conquêtes militaires du grand knez Yuri III et de son frère Ivan Kalita dans la première moitié du XIVe siècle, a été constitué le Grand Empire, l'Empire mongol, avec le centre dans la Russe Vladimiro-Souzdalienne. Le Tsarat de Russie, c'est l'appellation russe, et l'Empire mongol, c'est l'appellation européenne. Elles désignaient toutes les deux un seul État. Dans les sources russes, on appelait l'Empire mondial simplement la Russe entière, ou le Tsarat de Russie. Dans les sources étrangères, on l'appelait l'Empire mongol, ce qui veut dire le Grand Empire. Au XIVe siècle, Ivan Kalita, qui dirigeait l'Empire du 1328 au 1340, a fondé en Italie Rome et le Vatican, comme le centre du pouvoir laïque et religieux dans l'Europe occidentale. Il a fondé également l'institution des papes à Rome. Ivan Kalita a été en même temps le tsar et le grand prêtre ou calife. Après sa vie, il a laissé en Occident une multitude de mémoires qui se sont transformées avec le temps en légendes et en mythes. Par exemple, la légende sur le royaume du prêtre Jean. Suite aux erreurs des chroniqueurs, il a été décrit sur les pages de l'histoire mondiale plusieurs fois, sous des noms différents, entre autres sous le nom de Batoukan. Ainsi, la première moitié du XIVe siècle, c'était l'époque du début de la conquête de l'Occident par la Russe horde. Durant le XIVe-XVIe siècle de notre ère, le grand empire mongol a répandu son pouvoir sur les énormes territoires de l'Eurasie et de l'Amérique. Avec cela, ce n'était pas une action militaire, mais plutôt une colonisation plus ou moins pacifique de grands espaces. Des petits peuples et tribus habitant sur ces terres ne pouvaient pas opposer de résistance sérieuse à des armées impériales cosaques. Sur ces terres colonisées sont apparus de nouveaux grands pays, par exemple l'Empire des Grands Mongols en Inde, l'Empire mongol sur le territoire de la Chine moderne, l'Empire des Mamelouks en Égypte, l'Empire des Samouraïs au Japon. Les samouraïs sont probablement des Samariens, soit les originaires de villes de Samara, de métropole de la Russe horde, et enfin la célèbre civilisation Inca et Maya en Amérique. Cette conquête a été la première vague. Il faut dire qu'à cette époque, il ne s'agissait pas tellement d'une conquête militaire, mais plutôt d'un peuplement et d'annexion à l'Empire des terres lointaines qui étaient soit désertes, soit peuplées de tribus sauvages. Selon certaines sources très anciennes, par exemple celle de Jean Malala et de Mavro Orbini, en ce temps, la plupart des territoires de l'Eurasie et d'Afrique étaient très peu peuplés. C'est pourquoi les troupes de la Russe horde, qui se répandaient de façon irrépressible dans toutes les directions à partir de la Volga, s'installaient sur les terres inoccupées en créant dans ces endroits de nouvelles villes, villages et cultures. Par exemple, la colonisation de l'Inde de cette époque par la Horde nous est connue à partir des sources anciennes comme l'apparition des célèbres Aryens et comme la fondation de la civilisation aryenne indienne dans l'Industan. Et les Cosaques venus en Égypte ont fondé là-bas la dynastie des Mamelouks. Plus tard, ils ont été décrits dans l'histoire de l'Égypte soi-disant antique sous le nom des Hyksos antiques. De nombreuses chroniques anciennes parlent de cette expansion de la horde du centre de l'Empire comme des invasions barbares, comme du grand déplacement des populations, comme de la grande arrivée des Slaves et comme de l'apparition de Babylone. À la fin du XIVe siècle, en Russe horde surviennent des troubles. En 1380 a eu lieu une bataille sanglante entre les armées de Dimitri IV Donskoy et celles du chef de guerre Mamai Veliaminov. Le siège tsariste de Dimitri Donskoy se trouvait à cette époque à Kostroma, et la bataille de Kulikovo s'est livrée sur le lieu de Moscou actuel, à la jonction des rivières Yaouza et Moskova. En ce temps, à cet endroit, Moscou n'existait pas encore. C'était la bataille pour la conversion définitive du pays au christianisme apostolique, la religion principale de tout l'Empire mongol. Plus tard, sur le lieu de la bataille de Kulikovo, Dimitri Donskoy a fondé la ville de Moscou.
Après approximativement 100 ans d'existence de l'empire de la Horde russe, ces gouvernants ont eu affaire à de nouveaux problèmes jamais connus auparavant. Suite à la construction d'États, un réseau de bonnes routes a couvert des grands territoires. Par ces voies de caravanes bien organisées, sur toute l'Eurasie, on commençait à se répandre facilement les épidémies qui surgissaient de temps à autre au sud de l'Empire. Les maladies mortelles telles que la peste, le choléra et autres ont été des conséquences inévitables de l'unification sous une seule autorité des énormes territoires d'Europe, d'Asie et d'Afrique. La solution a été trouvée dans l'introduction des frontières administratives sur le territoire du Grand Empire. Yaroslavl, connu aussi comme Novgorod sur la Volga, est devenu le centre de la Russe horde. Le deuxième pôle, c'était Istanbul sur le Bosphore, soit Constantinople, qui est devenu le centre de l'autre partie de l'empire de la Grande Ottomanie à Osmanie. Parallèlement, Constantinople a restauré la grande importance dont elle jouissait au XIIe-XIIIe siècle de notre ère. Avec cela, les administrations de l'Empire ont pris la décision de la mise en quarantaine forcée des régions où ont surgi les épidémies. Selon l'opinion de l'administration centrale, c'étaient les territoires de l'Europe du Sud et de l'Ouest. Les troupes de Cosaques d'Ottoman y ont été envoyées avec un ordre cruel d'éliminer la population malade et de repeupler ces terres. Cette grande campagne est connue aujourd'hui comme la conquête ottomane. Elle a également été décrite dans la Bible comme la conquête de la terre promise, dans le livre de l'Exode et dans le livre de Josué. Visiblement, les pays contaminés, c'étaient de nombreux pays de l'Europe de l'Ouest et du Sud. C'est vers ces régions qu'ont été envoyées les troupes de la Horde, les Cosaques, avec l'ordre sévère de tuer la population des vastes terres et de les repeupler à nouveau. C'est l'histoire bien connue de la conquête ottomane du XVe siècle. De cette façon, au XVe siècle, la Russe horde a été obligée de diriger ses troupes en Occident et au Sud pour la deuxième fois. C'était la deuxième vague des conquêtes, c'est-à-dire la domination des territoires déjà assujettis auparavant, sur lesquels à partir du XIVe siècle se trouvaient déjà des forces armées des gouvernants locaux, des vassaux de la horde, qui ne voulaient pas être tués. Néanmoins, l'épuration forcée de quarantaine a été effectuée de façon régulière. Sur ces terres reconquises d'Europe et d'Asie ont été placés de nouveaux vassaux. Dans l'histoire russe, la trace de cette campagne est restée sous le nom de la distribution à grande échelle des terres de Novgorod à des boyards, à des enfants des boyards, à des nobles et même à des meilleurs serviteurs. Suite à cela, au milieu du XVe siècle, à la place de l'ancien empire byzantin est apparu l'empire ottoman, l'allié de la Russe horde, avec sa capitale à Istanbul. À ce propos, l'appellation même ottoman, le nom de famille des sultans, prend l'origine du nom très connu, Getman Ataman, ainsi s'appelait un grand-parent des sultans ottomans. Avec cela, l'Occident et l'Eurasie, en général, se trouvent pour l'instant sous le pouvoir du grand empire mongol. Probablement, l'Europe a été partagée d'une certaine façon entre la Russe horde et l'Empire ottoman. L'Europe, tout comme les autres territoires de l'Eurasie, paye un tribut aux autorités centrales. Les historiens appellent ce tribut au sultan. À cette époque, dans chaque pays de l'Europe occidentale, il y avait un vassal de la horde, un roi. Les vassaux étaient soumis au gouvernement central du grand empire mongol, c'est-à-dire à l'empereur. Les Européens appelaient avec le mot empereur le grand tsar Khan de la horde russe qui se trouvait dans la lointaine Novgorod. Il y avait un seul empire et naturellement un seul empereur. Au XVe-XVIe siècle, dans l'Empire a commencé à se dessiner une scission du christianisme commun en plusieurs grands courants religieux. Plus précisément, en orthodoxie, en islam, en catholicisme, en bouddhisme et en judaïsme. Les courants prendront ces appellations seulement au XVIIe-XVIIIe siècle. Ainsi, toutes les religions connues aujourd'hui prennent leur origine dans la même racine, le christianisme commun du XIIe-XIIIe siècle.
Ceci explique en particulier les conclusions faites par une grande école de scientifiques du XIXe siècle qui ont travaillé dans le domaine des sciences comparatives des religions. Après avoir étudié un grand volume du matériel, ils ont trouvé un fond identique étonnamment important chez toutes les religions mentionnées précédemment. Mais ayant les mains liées par la chronologie scaligérienne erronée, ils ont décidé que le christianisme avait assimilé de nombreux éléments des cultes qui seraient plus anciens. En réalité, c'est faux. Au contraire, le christianisme autrefois commun, au XVIe-XVIIe siècle, s'est séparé en plusieurs religions dont chacune a hérité de façon naturelle d'une grande partie de l'ancien culte en l'ayant transformé. On a partagé également les symboles autrefois communs. La croix large est devenue l'attribut essentiellement de l'Église orthodoxe. La croix étroite est utilisée par l'Église catholique. L'étoile à 6 branches, l'une des versions de la croix, est allée au judaïsme. Le croissant avec l'étoile, représentant également une forme de croix, a été récupéré par l'islam. Les évangiles ont probablement été écrits à la fin du XIIe ou en début du XIIIe siècle de notre ère. Les autres livres de la Bible et de l'Ancien Testament ont été créés plus tard. La rédaction de l'évangile le plus ancien connu, parvenu jusqu'à nous, doit probablement être datée du XIVe-XVe siècle de notre ère. Les livres de l'Ancien Testament ont été écrits et corrigés même jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire à une époque assez récente. Au XVIe siècle, l'Empire a atteint l'apogée de sa puissance et de son essor. C'est Moscou qui est devenu sa capitale après Iaroslavl de Novgorod la Grande sur Volga. À la place du petit village sur le lieu de Moscou actuel, on a commencé un chantier grandiose sur lequel ont travaillé les meilleurs maçons, appelés de différentes provinces. D'abord, on a construit la ville souterraine à ciel ouvert. Ensuite, on l'a recouverte et construit la ville en surface, Moscou. Ce chantier gigantesque a laissé une impression profonde sur les contemporains et il a été décrit sur de nombreuses pages des œuvres du XVIe-XVIIe siècle, soi-disant antiques. Le Moscou du XVIe siècle a été décrit chez Hérodote comme le labyrinthe égyptien et dans la Bible comme la restauration de Jérusalem. Au milieu du XVIe siècle, le Tsarat de Kazagne, ou le célèbre Khaganat khazar, est devenu le centre de la religion judaïque. Le tsar de Kazagne, soit le Khagan khazar, et sa cour se sont convertis au judaïsme. Après cela, Kazagne a tenté de se séparer de l'Empire. En 1552, le tsar Khan, Ivan le Terrible, a cruellement réprimé l'insurrection de Kazagne. Il ne faut pas penser que le judaïsme médiéval de Kazagne ou de Khazar et le judaïsme moderne, c'est la même chose. Beaucoup de notions modernes ont été remplies dans tout un autre sens au Moyen-Âge. Judaïque signifiait loin Dieu. Au XVe-XVIe siècle, on appelait Judée la Byzance, avec sa capitale évangélique à Jérusalem-Istanbul. Durant l'époque des désaccords religieux, n'importe quelle province de l'Empire pouvait se nommer Israël pour souligner sa justesse dans un débat religieux. En premier lieu, le mot Israël, soit combattant pour Dieu, était un terme religieux pour nommer l'Empire russe du Moyen-Âge. Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, dans l'Europe occidentale, se sont rebellés les vassaux de la Horde, qui ne voulaient plus se soumettre à un tsar Khan, lointain de Novgorod la Grande, et qui voulaient devenir des rois souverains. On a choisi le drapeau de la séparation religieuse de l'Empire en tant que base idéologique de la rébellion. Les rebelles réformateurs ont utilisé le prétexte du luthéranisme apparu en Europe pour la sécession politique de l'Empire. Après avoir réprimé la rébellion à Kazagne, la Russe Horde a tourné son regard vers l'Europe en ébullition. On a pris la décision d'y envoyer une armée punitive.
Dans les sources russes, ces événements sont reflétés comme le début de la guerre de Livonie. Il faut souligner qu'en réalité, ici, on appelle la Lituanie toute l'Europe occidentale. Plus tard, les historiens ont malicieusement prétendu qu'il ne s'agissait que de la petite Lituanie baltique moderne. En réalité, au XVIe siècle, le Grand Empire avait essayé de soumettre toute l'Europe occidentale. C'est seulement plus tard que les historiens ont présenté les choses comme si l'expédition punitive se dirigeait seulement contre la petite Lituanie baltique et non pas contre toute l'Europe occidentale. On a commencé la préparation à la grande expédition punitive vers l'Europe occidentale, mais en ce moment les troubles ont surgi dans la capitale, en se transformant en terreur et en oprichnina. Selon nos recherches, dans l'histoire russe, sous le nom d'Ivan le Terrible, sont cachés 4 tsars réels qui se sont succédés. Plus tard, les historiens des Romanov ont malicieusement réuni ces tsars sous un seul nom d'Ivan le Terrible. Le premier tsar, Ivan IV, durant son règne a été prise Kazagne. Plus tard, le tsar Ivan IV est tombé malade. Il est devenu le Bienheureux et a délaissé la gouvernance. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom de Basile le Bienheureux. En son honneur, sur la place rouge de Moscou, on a construit l'imposante cathédrale de l'Intercession de la Vierge, qui est couramment appelée la cathédrale Basile le Bienheureux. Ensuite, c'était le jeune fils d'Ivan le Terrible, Dimitri, qui est devenu le tsar. C'est en son nom que durant 10 ans, le pays a été dirigé par la Rada élue, soit un conseil tutélaire avec Odachev en tête. C'est justement dans cette période qu'a commencé la guerre de Livonie, qui avait pour objectif la répression de l'Allemagne embrasée par la réforme protestante. Après la mort tragique du tsar adolescent Dimitri, c'est son frère cadet Ivan qui est monté sur le trône. Après l'avènement du petit Ivan, l'État a été en fait dirigé par ses parents, du côté de sa mère, partisans de l'Occident, les Zakhariev Romanov. C'était eux qui ont élevé Ivan. Au résultat, pendant quelque temps, le pouvoir a été entre les mains d'un groupe de luthériens que l'Église orthodoxe russe avait appelé les judaïsants. Ils ont saboté la guerre de Livonie, c'est-à-dire l'excursion punitive vers l'ouest déjà commencée. Dans l'histoire russe, ce fut l'époque de l'oprichnina. Il s'est passé un des plus grands massacres de la noblesse de la Horde, et parmi eux, des héritiers du trône de la Russe Horde, ainsi que la destruction de l'ancienne capitale russe Yaroslavl. La célèbre oprichnina a été défaite à Moscou en 1572. En ce temps, les massacres ont déjà concerné l'oprichnina elle-même. En fait, c'était l'échec du plan des Zakhariev. Suite à ça, le pouvoir a été pris par Simeon Bekbulatovitch, le chef des assemblées provinciales, membre de la famille tsariste. Il a pris le prénom royal d'Ivan et a tenté de continuer la guerre de Livonie. Mais les forces russes ont été amoindries par les troubles et par la terreur. Selon l'opinion des auteurs de la nouvelle chronologie, plus tard, ces 4 tsars ont été réunis dans un seul personnage, celui d'Ivan Vassilievitch le Terrible. Ainsi, à la fin du XVIe siècle, l'oprichnina a subi une défaite et le pouvoir de l'ancienne dynastie de la Horde a été restauré. C'était une nouvelle branche dynastique. Simeon Ivan, ensuite son fils Fédor Ier et ensuite Boris Godunov. Malheureusement, il était trop tard. Les protestants avaient déjà solidement infiltré la cour du tsar de la Russe Horde. Peu de temps après, ont suivi de nouveaux troubles importants du début du XVIIe siècle. Le pouvoir a été accaparé par les Romanov. Suite à une politique pro-occidentale des Romanov et à l'affaiblissement militaire et politique de la Russe, l'Empire s'est désintégré en plusieurs pays. La Russie, la Turquie, l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne, la Suède, la France, l'Espagne, l'Égypte, l'Angleterre, la Chine, l'Inde, l'Amérique, le Japon et d'autres pays d'Europe et d'Asie.
En Europe, les anciens vassaux de l'Empire mongol, détachés de la métropole, engagent une bataille acharnée pour les terres et pour l'influence. Éclatent des guerres violentes, connues aujourd'hui comme les guerres de la Réforme protestante. Le partage furieux de l'héritage du Grand Empire a duré plusieurs décennies. Avec l'objectif de fonder le droit au pouvoir dont ils se sont emparés et qu'ils ont partagé, les usurpateurs rebelles en Occident et les Romanov en Russie ont dû réécrire l'histoire du passé. Le Grand Empire mongol a été effacé des pages des chroniques. De nombreux événements importants ont été délibérément repoussés dans l'Antiquité lointaine. C'est dans cet objectif-là qu'on a créé la fausse chronologie scaligérienne, qui a délibérément vieilli les dates de nombreux événements du XIVe-XVIe siècle. En créant une nouvelle version mensongère avantageuse de l'histoire, les nouvelles autorités tentaient de prouver leur soi-disant ancienneté et par ce moyen de légitimer leurs droits inexistants au trône. Dans les provinces devenues indépendantes, les réformateurs introduisent activement de nouvelles langues rapidement inventées sur la base de l'ancienne langue officielle de l'Empire, le liturgique slave, et à base des dialectes locaux. Ainsi sont apparus par exemple le français, l'allemand, l'espagnol, l'anglais, ainsi que le latin et le grec ancien. Cela a permis aux rebelles réformateurs de construire des barrières linguistiques entre les populations des nouveaux pays. L'objectif a été clair, détruire l'unité d'autrefois. Mais même après la chute de l'Empire, pour l'Europe, il existait toujours la menace que la crise en Russie puisse être surmontée. Le succès de la rébellion de la Réforme protestante n'avait pas encore été fixé et globalement dépendait du bon vouloir du tsar moscovite Romanov, bien qu'il ait été l'allié européen. Aujourd'hui, il est le protégé et l'allié, et demain, il peut changer d'avis. De plus, il y avait la Turquie ottomane qui n'avait subi aucune défaite. Le foyer de l'insurrection, l'Europe occidentale, faisait tout pour empêcher toute possibilité de restauration du grand empire mongol. N'ayant pas assez de forces militaires pour cela, les politiciens européens ont mis l'accent sur le travail diplomatique. L'Europe s'est fixé l'objectif de briser l'ancienne alliance de la Russe horde et de la Turquie ottomane. Cette tâche a été réalisée avec succès. Les Romanov ont commencé à réaliser une politique qui repoussait la Russie de la Turquie. Les guerres russo-turques ont débuté à cette époque. À ce moment, pour la Russie et la Turquie importait autre chose que l'Europe. Les pays étaient occupés par leurs conflits. L'Europe a eu un répit pour quelque temps. L'avant-dernière tentative de la Horde d'accéder à nouveau au pouvoir, c'était ce que l'on nomme le soulèvement de Stenka à Razin, qui en réalité n'était pas un soulèvement mais une guerre entre les deux pays éclats de l'ancien empire. Plus précisément, entre l'État de Moscou, où le pouvoir était déjà entre les mains des boyards rebelles Romanov, et entre l'État d'Astrakhan, du sud de Russie, où étaient au pouvoir les descendants de l'ancienne dynastie de la Horde. Stepan Razin était le chef de guerre des troupes d'Astrakhan de la Horde. Durant cette guerre, les Romanov se sont beaucoup appuyés sur le soutien militaire de l'Europe. Leurs troupes les plus fiables, les régiments des reîtres, étaient complétés par des mercenaires venus de l'Europe. La guerre s'est terminée par la défaite des forces de la Horde et les territoires de l'État d'Astrakhan ont été rattachés à Moscou. Mais il existait encore l'énorme État de la Horde russe, incluant les territoires de la Sibérie, de l'Extrême-Orient et une grosse partie du continent nord-américain. Ce pays s'appelait la Grande Tartarie. Au XVIIe-XVIIIe siècle, on a réprimé tous les foyers de résistance des anciennes dynasties mongoles. Ainsi, par exemple, les civilisations de la Horde sur les territoires américains ont été noyées dans le sang par les armées des réformateurs européens arrivés ici au XVIIe-XVIIIe siècle.
Plus tard, toutes les cruautés de cette opération ont été repoussées par les historiens européens approximativement de 200 ans vers le passé, au XVe siècle, et ont été attribuées à l'époque de la colonisation de l'Amérique par la Horde et par l'Ottomanie. En ayant appelé mensongèrement la colonisation Asie-Pacifique du XVe siècle par la Horde, la conquista espagnole sanglante. Par ce moyen, en tapinois, on a repeint sur le papier le blanc en noir et inversement. Ils ont remis leur barbarie sur le dos des autres. À la fin du XVIIIe siècle a eu lieu la guerre très connue avec Pougatchev. Ces événements des années 1773-1775, ce n'était pas la répression du soulèvement des paysans et des Cosaques, comme on nous explique aujourd'hui. C'était une vraie grande guerre des Romanov avec le dernier État indépendant de la Horde russe, avec la Grande Tartarie, dont la capitale était une ville sibérienne, Tobolsk. Seulement après avoir gagné la guerre avec Pougatchev, les Romanov ont eu pour la première fois l'accès à la Sibérie. Et seulement en ce moment-là, les Américains ont eu l'accès à la moitié ouest du continent nord-américain. Et ils ont vite commencé à la conquérir. Mais les Romanov n'ont pas dormi non plus. Au début, ils ont réussi à s'emparer de l'Alaska, mais au bout de compte, ils n'ont pas pu la conserver. Suite à la défaite de la Grande Tartarie sur les ruines de l'empire de la Horde, en Amérique sont apparus les États-Unis d'Amérique. Le partage de l'Empire s'est terminé déjà au XIXe siècle et ce festin des vainqueurs a été totalement effacé des pages des manuels d'histoire. Même au XVIIIe siècle, le règne des Romanov, encore et globalement, était une forme d'occupation de la Russie par les étrangers. Le servage en Russie a été instauré par les premiers Romanov, et ce n'était rien d'autre que la mise en esclavage de la population autochtone sur les territoires de l'ancienne métropole conquis par les étrangers. On avait détruit des traditions et des coutumes centenaires du peuple russe. On avait tenté de réaliser une réforme majeure de l'Église orthodoxe russe. Bien qu'elle ait eu mené au schisme, cette tentative globalement n'avait pas abouti. Seulement après plusieurs décennies, vers la fin de leur règne, les Romanov ont changé, pour ainsi dire muté, sous effet de nombreux facteurs de la vie russe, et sont devenus des tsars d'esprit russe. La Russie, occupée par des Européens au XVIIe siècle, a globalement assimilé le régime des Romanov essentiellement pro-européen au départ. Après la guerre avec Pougatchev, après avoir bien établi leur pouvoir et s'être retrouvés en tête d'un énorme pays, les Romanov se sont sentis les vrais maîtres d'un grand et riche État. Ils se sont libérés de la soumission, ont perdu la piété vis-à-vis de leurs anciens maîtres en Occident et ont décidé de restaurer l'Empire russe au sens large de son mot. Ce n'est vraiment pas évident pour quelqu'un qui prend connaissance pour la première fois de la nouvelle chronologie de Fomenko et de Nosovsky. Il est assez difficile de traiter de l'histoire. De plus, le volume de l'information à retenir est trop important. Mais une idée juste sur le passé est tellement importante que tout le temps dépensé pour l'acquisition de nouvelles connaissances sera justifié. Beaucoup de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui deviennent claires seulement si on connaît la vraie histoire du monde. Bien sûr, nous comprenons que ça sera compliqué pour un néophyte qui voudra se faire une idée plus profonde de tout ça. Certaines personnes peuvent même éprouver un choc en apprenant notre version, tellement elle est différente de la version historique actuelle. Néanmoins, nous sommes persuadés que ceux qui voudront étudier attentivement, connaître les faits, comprendre la logique de nos recherches, ils adhéreront assez rapidement à notre point de vue. Dans l'histoire a mûri une révolution comparable à celles qui sont arrivées dans les sciences naturelles. L'humanité ne peut pas se permettre de piétiner sur place éternellement, surtout lorsque se sont mis en place des réels fondements pour la révision des dogmes établis. Des changements dans nos idées au sujet du passé sont inévitables et nécessaires.
car la chronologie juste de l'histoire se répercute sur de nombreuses sciences dans lesquelles elle représente un des fondements pas toujours évidents, comme dans la climatologie et la prévision de tremblements de terre, dans l'évolution des populations et la sociologie, dans la linguistique et la culturologie et la psychologie, et dans de nombreuses autres sciences. La nouvelle chronologie supprime un grand nombre de contradictions et de mystères en donnant des explications simples et logiques. La chronologie et l'histoire d'avant le XVIIIe siècle de notre ère constituent un fondement de plusieurs concepts politiques et d'idées contemporains. Par exemple, tous les différents territoriaux en pratique se basent sur l'ancienneté de la présence d'un tel ou tel peuple sur un lieu donné. Ces conflits et différends s'enracinent dans la chronologie. En cas de changement de la chronologie, changeront aussi les prétentions territoriales. Les religions contemporaines ont toutes la même source. La compréhension de ce fait doit servir à supprimer les contradictions sensibles qui surgissent depuis l'époque de la Réforme protestante. Avec la séparation de l'Empire en plusieurs pays-provinces, sont apparus de nouveaux courants chrétiens. Certaines différences avaient bien été présentes dans les cultes chrétiens avant la scission de l'Empire, mais ces différences n'étaient pas tellement significatives pour que la religion commune se divise en plusieurs courants qui se différencient si fortement. Aujourd'hui, l'humanité pourrait se tourner à nouveau vers cette source religieuse pour enrayer les conflits religieux. L'introduction de la version existante de l'histoire a conduit à l'éloignement, à la séparation des peuples, qui se croient maintenant des fractions à part et indépendantes de l'humanité. Il est évident que l'histoire juste contribue à former une conception du monde juste. Dans le cas contraire, on a une image du monde qui est faussée. Mais en premier lieu, l'histoire elle-même doit devenir une science, et elle est en train de le devenir. Comment on a réussi à introduire la version fausse caligérienne de l'histoire dans la conscience des gens? Comment on a réussi à le faire en même temps dans tous les pays? La question de la mise en place de falsification de l'histoire mondiale sera traitée en détail dans notre film suivant, La falsification de l'histoire écrite.